Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un cheminement vraiment intime, mais en même temps profondément universel. On va parler de cette transition si délicate. Comment passer d'un état de survie émotionnelle, où l'on a tendance à se barricader contre le monde entier, à la découverte d'une véritable paix intérieure. L'idée, c'est de comprendre ensemble comment on peut réussir à déposer enfin ces armures invisibles qui pèsent des tonnes sur nos épaules pour s'autoriser à respirer à travers ce que nos sources appellent une vulnérabilité consciente. Et ça commence par une question toute simple mais vertigineuse. Pourquoi est-ce qu'on confond si souvent la force avec la protection ? Vous savez, quand on a été profondément blessé, le premier réflexe, c'est de monter des murs immenses. On se forge une armure défensive qui a l'air vraiment impressionnante, au point qu'on la prend facilement pour de la force de caractère. Mais la réalité, c'est que c'est juste une barricade. Une barricade dressée contre toute nouvelle douleur potentielle. On se persuade que se protéger de tout et de tous, c'est être solide, alors que bien souvent, c'est simplement l'écho d'une blessure qui n'a pas encore cicatrisé. C'est précisément ce qu'on appelle l'indépendance forcée. Et c'est crucial de bien la définir. Décider de porter le poids du monde entier tout seul, ce n'est pas un trait de personnalité glorieux, ni une fatalité. En fait, c'est un pur mécanisme de survie. C'est une réponse directe à un manque de protection qu'on a pu subir dans le passé. Ça crée cette terreur silencieuse, viscérale, à l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, maintenir un tel niveau de vigilance, ça demande une énergie folle, ce qui mène inévitablement à un épuisement psychologique et émotionnel total. Et le vrai problème, c'est que cette dynamique de survie, elle finit par s'infiltrer et contaminer toutes nos relations. Comment est-ce que cette peur de l'abandon en vient à transformer l'amour en anxiété ? Eh bien, notre cerveau est une machine incroyable qui n'oublie rien. S'il a manqué de sécurité auparavant, il en garde une empreinte indélébile et reste bloqué en mode alerte maximale. C'est tragique parce que notre esprit commence à interpréter la moindre affection non pas comme un cadeau du présent, mais comme une menace potentielle qu'il faut surveiller de très près. L'amour naturel se transforme en une anxiété sourde et permanente. Concrètement, cette hypervigilance émotionnelle, elle ressemble à quoi ? Au lieu de savourer le moment présent, notre esprit se transforme en une véritable salle d'interrogatoire. On se met à décortiquer chaque mot, on suranalyse le moindre silence. On commence même à douter des véritables intentions derrière un acte de pure gentillesse. Et puis, on prépare sans arrêt notre porte de sortie, juste au cas où, bien avant qu'il n'y ait le moindre problème, tout en réclamant une validation excessive. Le drame ici, c'est qu'on passe son temps à combattre les fantômes du passé, au lieu d'accueillir la réalité bienveillante qui est là, juste devant nous. Il y a cette phrase vraiment frappante, issue de nos recherches. Ce qui nous protège peut aussi nous empêcher d'être aimés. Je nous invite à prendre un instant pour vraiment laisser résonner ces mots. C'est le paradoxe absolu. Ce mur massif qu'on a mis tant de temps à construire pierre par pierre pour être absolument certain que la douleur n'entrera plus jamais, c'est exactement le même mur qui bloque le passage à la tendresse, à la douceur, à l'amour. En pensant se préserver à tout prix de la souffrance, on s'isole de la chaleur humaine dont on a justement le plus besoin pour guérir. Ce qui nous amène naturellement à repenser notre rapport au contrôle. Est-ce que ce besoin viscéral de tout maîtriser, c'est vraiment le signe d'une sécurité intérieure infaillible, ou est-ce que c'est une vaste illusion ? On pourrait facilement croire que le fait de tout anticiper, de tout organiser et de tout décider, c'est une immense preuve d'assurance. Mais les sources sont unanimes là-dessus, ce besoin frénétique de contrôle n'apporte aucune vraie paix. C'est juste un bouton d'urgence sur lequel on appuie pour tenter de gérer, d'étouffer une anxiété très profonde face à l'imprévisibilité de la vie. Et cette illusion de contrôle, elle peut aller très loin, jusqu'à se manifester par ce qu'on appelle un sabotage inconscient. Ça prend souvent la forme de conflits créés de toutes pièces. On va tester notre partenaire jusqu'à l'extrême limite, juste pour voir s'il va rester. La logique interne derrière tout ça, dictée par la terreur de l'impuissance et de l'abandon, elle est simple. On se dit secrètement que si la relation doit se terminer un jour, il vaut mieux être celui ou celle qui appuie sur le détonateur. Ça donne cette illusion désespérée de garder le contrôle. C'est là qu'il faut se poser une question vraiment essentielle. Est-ce que tous ces comportements défensifs définissent notre véritable identité ou est-ce qu'ils ne sont qu'une simple adaptation ? On l'a tous déjà entendu ou peut-être même prononcé. De toute façon, c'est comme ça que je suis quelqu'un de dur, de froid, d'indépendant. Mais les textes que nous étudions nous invitent à une réflexion beaucoup plus libératrice. Il est vital de séparer ce que nous sommes vraiment de l'armure que nous avons dû enfiler. Cette dureté, ce n'est pas notre essence, c'est un bouclier tissé par la stricte nécessité. Regardez un peu le contraste, il est saisissant.
D'un côté, il y a cette armure, notre mode d'adaptation, elle est au bord de l'épuisement, constamment méfiante, littéralement terrifiée à l'idée de dépendre des autres. Et de l'autre côté, juste en dessous, il y a notre identité réelle. Elle est fondamentalement capable de recevoir, profondément apaisée et naturellement ouverte à la tendresse. La froideur n'a donc rien d'inné. C'est juste l'ombre portée par la fatigue monumentale d'avoir dû jouer le rôle de son propre et unique gardien pendant beaucoup trop longtemps. Et c'est là qu'on arrive à une vérité morale très puissante, qui demande d'ailleurs beaucoup de courage à entendre. La blessure n'est pas notre faute, mais la guérison est notre responsabilité. Les trahisons, les abandons ou le manque de protection du passé, on n'en est absolument pas responsable. Par contre, refuser de laisser les fantômes de ces expériences passées détruire nos interactions présentes et dicter notre avenir, ça, c'est notre propre choix. C'est notre responsabilité pleine et entière. Fort de cette prise de conscience, une nouvelle perspective s'offre à nous. Si l'on accepte cette belle responsabilité, la question devient alors très concrète. Comment faire, dans la vie de tous les jours, pour démanteler consciemment cette armure? Comment abaisser doucement nos ponts-leviers intérieurs pour enfin sortir de ce mode survie épuisant et habiter pleinement notre vie? Nos sources nous tracent un cheminement très clair, en 3 étapes progressives. Un processus qui demande de passer d'un état de surveillance perpétuelle à un état de présence calme et ancrée. Il s'agit d'abord de nommer explicitement nos peurs, ensuite de cesser définitivement de confondre le contrôle avec la vraie sécurité, et enfin de rééduquer notre cœur à recevoir sans aucune suspicion. Prenons la première étape, nommer la peur. C'est un acte d'une puissance qu'on sous-estime souvent. Mettre des mots précis sur l'émotion réelle qui nous traverse, c'est sortir de ce fameux déni protecteur. Au lieu de projeter une image de compétence froide et intraitable, il est immensément plus libérateur d'oser formuler, ne serait-ce qu'intérieurement, « j'ai peur d'être trahi » ou « j'ai peur de ne pas être assez ». C'est précisément dans cette vulnérabilité verbale que s'amorce la véritable libération. Ensuite, il y a la pratique de l'art de recevoir. Et ça, c'est l'antidote absolu contre l'indépendance forcée. C'est dans le quotidien que cette épaisse armure commence à se fissurer. Ça passe par des petits actes de lâcher-prise tout simples. Accepter un compliment sans chercher immédiatement à le balayer, autoriser quelqu'un à nous aider sans calculer la dette imaginaire qu'on vient de contracter, et surtout, accueillir un geste d'amour gratuit sans lancer une enquête émotionnelle pour deviner ce qui se cache derrière. Qu'arrivé à ce stade de réflexion, on peut redéfinir totalement notre conception de la force. L'armure, finalement, elle exclut, elle surveille en continu et elle nous vide de toute notre énergie vitale. La force réelle, la seule qui vaille vraiment la peine d'être cultivée, c'est celle qui inclut l'autre. C'est celle qui apaise l'esprit et qui, au final, nous permet de poser notre lourd fardeau par terre pour retrouver notre souffle et notre tranquillité. Ce qui nous conduit tout naturellement au sommet de notre exploration d'aujourd'hui, vers une réflexion finale très inspirante. Si le contrôle n'est qu'une vaste illusion, et si l'armure ne fait que nous épuiser en nous isolant du monde, alors vers quel horizon doit-on se tourner? Quelle est cette définition ultime de la véritable liberté émotionnelle, celle qu'on devrait tous chercher à atteindre pour vivre de façon authentique? Voici la réponse que nous offrent nos sources, et elle est d'une beauté et d'une simplicité absolue. La vraie force, c'est de pouvoir aimer sans se protéger contre l'amour. La véritable liberté, elle est là. C'est cette capacité inouïe de s'ouvrir pleinement à l'autre sans avoir besoin de brandir un bouclier contre l'affection elle-même. C'est sur cette magnifique invitation au courage de la vulnérabilité que se clôt notre décryptage d'aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration. On espère sincèrement qu'elle aura apporté des clés précieuses et beaucoup de sérénité pour ce cheminement intérieur. À très bientôt.